Monsieur le Président. Oral questions. Questions orales. The honourable member for La députée de Calgary-Nose Hill. Monsieur le Président, hier, le premier ministre a déclaré que le régime d'immigration est sous contrôle et la ministre de l'Immigration a dit que son travail est facile. D'ici la fin de l'année, près de 3 millions de personnes au Canada auront un visa expiré ou en voie d'expiration. Et l'année dernière, les libéraux n'ont réussi à renvoyer que 22 000 personnes. Et les libéraux continuent de délivrer des centaines de milliers de nouveaux permis de travail étrangers en pleine crise d'emploi chez les jeunes. Alors, si c'est si facile comme travail, qu'est-ce que la ministre va faire pour encourager ces 3 millions de personnes à quitter le pays? La ministre de l'Immigration. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon travail n'est jamais facile. C'est l'un des travaux les plus difficiles au sein du gouvernement. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que nous contrôlions l'immigration et que nous ayons une immigration durable. Nous avons des objectifs et des fourchettes à respecter pour les personnes qui ont un statut de résident temporaire. Ces personnes ont la possibilité de s'engager dans un cheminement vers la résidence permanente, mais sinon, ils doivent partir. La députée de Calgary-Nose Hill. La ministre occupe son poste depuis 1 an maintenant. Et depuis sa nomination, on entend des histoires révoltantes au sujet de non-citoyens condamnés pour des crimes graves et qui ont droit à des peines plus légères et qui évitent la déportation. Alors, on doit faire en sorte que justice soit rendue pour les victimes, mais rien n'est fait. Si le premier ministre veut procéder avec une très grande célérité, telle qu'on n'en a pas vu depuis des générations, alors pourquoi ne pas se débarrasser de cette ministre maintenant? La ministre de l'Immigration. Eh bien, mon bilan parle de lui-même. Nous allons retrouver des niveaux durables en matière d'immigration. Les réfugiés, c'est à la baisse d'1 tiers. Les étudiants étrangers aussi, une baisse d'1 tiers. Et les travailleurs étrangers temporaires, une réduction de moitié. Nous attirons des talents de partout au monde et à compter de juillet 2025, la population du Canada s'est décrue légèrement et nous atteignons nos cibles. La députée de Calgary-Nose Hill. Oui, son bilan parle par lui-même parce que il y a pas mal de personnes qui se sont prononcées sur son bilan aujourd'hui. D'après CBC, la ministre ne fait pas son travail et c'est ce que des millions de Canadiens savent déjà. Elle ne participe pas aux réunions de base. Les délais de traitement n'ont pas été corrigés sous sa supervision. Le nombre de demandes d'asile atteint 300 000. Je l'ai dit et je le répète, c'est une ministre incompétente. Si le caucus libéral estime qu'elle ne devrait même pas occuper son poste, alors pourquoi est-ce que le premier ministre continue de la défendre? La ministre. Nous en sommes à forger un système d'immigration qui va garder le Canada fort. C'est notre mandat, c'est ce pourquoi nous avons été envoyés ici par les Canadiens. En juin, nous avons déposé le projet de loi C2 pour protéger le régime de protection des réfugiés à l'endroit des hausses considérables de demandes. Les conservateurs ont voté contre. Il y a aussi le projet de loi C12 qui va protéger nos frontières et renforcer le régime d'immigration. Et les conservateurs ont fait de l'obstruction à chaque étape. Nous voulons nous doter d'un système qui soit durable et qui va garder le Canada fort. La députée de Calgary-Nose Hill. Monsieur le Président, aujourd'hui, la CBC a rapporté ce que nous voyons ici tous les jours, c'est-à-dire que les collègues libéraux grimacent lorsqu'elle aborde maladroitement des sujets sérieux. Moi, j'ai eu le malheur de siéger en face de la ministre au comité de l'immigration alors qu'elle n'arrivait même pas à répondre à des questions très simples sur des projets de loi qu'elle a elle-même déposés au Parlement. Et donc, le portefeuille de l'immigration, ce n'est pas une plaisanterie. Sous le gouvernement conservateur, le système d'immigration canadien fonctionnait bien, mais ce n'est pas le cas avec cette ministre. Comment se fait-il qu'elle occupe encore son poste? La ministre de l'Immigration. En matière de l'immigration, le gouvernement a diminué les demandes d'asile d'1 tiers. Le nombre d'étudiants internationaux au Canada a diminué d'1 tiers. De juillet à octobre 2025, la population du Canada a légèrement diminué après plusieurs années. On a augmenté le pourcentage des économiques
migrantes à 64% afin d'attirer de talents de classe mondiale. Nous bâtissons un système d'immigration fort, Canada fort. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, hier, le premier ministre a dit que le système d'immigration était sous contrôle. Pourtant, les libéraux ont brisé notre système d'immigration. Voici les faits. 86 000 faux demandeurs d'asile sont encore au Canada. Plus de 33 000 sont toujours recherchés par l'Agence des services frontaliers. Et encore pire, 25 000 demandeurs d'asile ont été acceptés sans aucune vérification de sécurité. Et en plus, la ministre de l'Immigration n'est même pas capable de comprendre ces dossiers, alors qu'il y a presque 200 000 demandeurs d'asile au Québec qui mettent de la pression sur notre système de santé et nos écoles. Est-ce que le premier ministre va prendre ses responsabilités et congédier la ministre? Bravo. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, nous sommes de ce côté-ci de la Chambre fiers de servir avec cette ministre de l'Immigration. Nous sommes fiers de notre bilan en immigration. Nous sommes fiers qu'elle soit la première Libanaise à occuper ce poste. Elle a une feuille de route en service public comme ministre et député en Nouvelle-Écosse et comme ministre ici même. Et Monsieur le Président, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les demandes d'asile ont diminué d'un tiers. Le nombre d'étudiants internationaux a diminué d'un tiers. Et de juillet à octobre, la population du Canada a diminué, Monsieur le Président. Cette ministre fait sa job, Monsieur le Président. Honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, la question n'est pas personnelle, la question est professionnelle. Voilà. Il est clair que cette ministre-là ne comprend pas son dossier. Il y a 10 de ses collègues qui ont dit à Radio-Canada, oui, Monsieur le Président, Radio-Canada, que la ministre ne connaissait pas ses dossiers, qu'elle était incompétente. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une ministre ou un ministre qui est capable de comprendre ce qui se passe au Canada pour gérer l'immigration. Est-ce que le premier ministre va mettre ses culottes et la mettre dehors? Bravo! L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, les personnes qui ne peuvent pas répondre à des questions en immigration, c'est les gens du côté conservateur qui n'ont aucune politique en immigration, qui choisissent, après une mûre réflexion d'une semaine, de revenir ici en Chambre et frapper ceux des plus vulnérables, les réfugiés, les demandeurs d'asile, leur retirer. Imaginez un enfant blessé de la guerre en Ukraine, arrivé au Canada, ils veulent retirer des soins de santé à cet enfant-là. C'est les conservateurs qui n'ont aucune politique en matière d'immigration. On est fiers de notre ministre, on est fiers de notre bilan qui se lève et qui s'assume, Monsieur le Président. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Saint-Jean, je m'excuse. Hey, c'est différent. Monsieur le Président, le logiciel Curam et ses 5 milliards de dollars en dépassement de coût, c'est la goutte qui fait déborder le vase pour le Québec. L'Assemblée nationale vient d'adopter une motion unanime qui rappelle, et je cite, que les dépassements de coûts significatifs des projets informatiques du fédéral sont un gaspillage des taxes et impôts payés par les contribuables québécois. Tous les élus du Québec demandent, et je cite encore, au gouvernement fédéral de mettre en place une enquête publique et indépendante sur les contrats informatiques fédéraux. Monsieur le Président, à quand cette enquête réclamée par le Québec à l'unanimité? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, la modernisation de l'État est quelque chose qui est en cours et qui porte des fruits du côté des versements de la sécurité de la vieillesse. On dessert actuellement, aujourd'hui, au-dessus de 7 millions de Canadiens et de Canadiennes avec un nouveau système modernisé qui a remplacé un système 60 ans de vieux et très vétuste, Monsieur le Président. Ce projet est dans les budgets et se cadre dans une modernisation beaucoup plus large de toutes les prestations du gouvernement du Canada. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, l'Assemblée nationale, à l'unanimité, rappelle que le logiciel Phoenix a explosé d'un budget initial de 309 millions à 5,5 milliards de dollars. Elle rappelle qu'Arrive-Can est passé de 80 000 dollars à 60 millions et elle constate maintenant que Curam est déjà passé d'un budget initial de 1,75 milliards à 6,6. Pourtant, les libéraux nient encore l'existence des dépassements de coûts de Curam, même si la vérificatrice générale en avait elle-même rapporté 4 en 2025. Monsieur le Président, on le demande, Québec le demande, à quand une enquête publique indépendante? L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles.
Même si on répète souvent la même chose, elle ne devient pas vraie pour autant. Et en fait, à l'ordre. Couldn't hear, sorry. Je suis désolée, je n'ai pas pu l'entendre. Nous allons laisser la ministre répondre à la question. La ministre de l'Emploi et des Familles. Monsieur le Président, on entend maintes reprises ce chiffre, mais c'est erroné. Ce programme permet de faire en sorte que les Canadiens reçoivent des prestations du fédéral et c'est l'un des plus grands programmes. Et nous passons à une technologie moderne et nous nous débarrassons d'une technologie obsolète. Et en ce moment, les Canadiens vont pouvoir présenter une demande en ligne. À l'ordre. Témiscamingue. Si j'étais la ministre, j'attaquerais pas la crédibilité de la vérificatrice générale, Monsieur le Président. C'est encore la même insoutenable légèreté chez les libéraux. Ils se mettent la tête dans le sable et ils continuent de dépenser l'argent des contribuables. Ce que nous rappelle l'Assemblée nationale, c'est que dans 3 projets informatiques seulement, Ottawa a gaspillé plus de 10 milliards de dollars en dépassement de coûts. Imaginez, c'est tellement plus d'argent que ce qu'il faudra au gouvernement du Québec pour réparer 227 bâtiments d'hôpitaux en mauvais état. Il n'y a toujours pas d'imputabilité à Ottawa. Les libéraux répètent que des dépassements de coûts, ça n'existe pas. À quand une enquête publique et indépendante? L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, 7,7 millions d'aînés ont fait la transition vers ce nouveau programme informatique. Il y a d'autres aînés qui sont en attente et ces chiffres s'abaissent de semaine en semaine et de mois en mois et nous allons continuer de faire le travail. Monsieur le Président, nos fonctionnaires travaillent très fort jour et nuit pour résoudre tous les cas qui posent problème. Et si le député a un concitoyen dans sa circonscription qui a besoin d'aide, alors je l'invite à communiquer avec moi ou avec Service Partagé Canada, mais nous n'avons rien reçu. La députée de Thornhill. La ministre libérale de l'Immigration est dépassée par les événements et les chiffres le prouvent. 86 % des demandeurs d'asile déboutés restent au Canada. 25 000 personnes ont été admises sans avoir subi de contrôle de sécurité approprié et près de 3 millions de titulaires de visas temporaires arrivent à expiration sans qu'aucun plan clair ne soit en place. Et hier, le premier ministre a affirmé que le système était sous contrôle. Mais il n'y a pas vraiment de contrôle. Les libéraux les ont démantelés et la ministre n'a montré aucune capacité à rétablir l'ordre avec des résultats pareils. Comment se fait-il qu'elle occupe encore son poste? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, j'aimerais corriger certaines inexactitudes qui ont été dites dans la question, mais tout d'abord, je dois dire que je suis très fière de ma collègue de la Nouvelle-Écosse, non seulement parce qu'elle est ministre de l'Immigration, mais aussi auparavant, elle était ministre de l'Immigration dans ma province, en Nouvelle-Écosse. Elle a été responsable de faire venir des travailleurs dans le domaine de la santé. Elle a accueilli des réfugiés de la Syrie alors que les conservateurs fédéraux ne voulaient même pas lever le petit doigt. Elle a restauré l'intégrité au système d'immigration et les attaques personnelles sont cruelles, inappropriées et ce sont des coups bas en chambre. La députée de Thornhill. Monsieur le Président, c'est cette ministre qui doit réparer les torts du ministre de la Justice qui occupait le poste auparavant. Alors, j'aimerais citer ce qui a été dit. Elle ne sait pas comment réagir, elle n'est pas cohérente et elle s'est mis les pieds dans les plats. Voilà ce que les collègues ont dit d'elle. Alors, quand est-ce que le premier ministre va établir un véritable leadership et avoir un régime qui fonctionne bien sans ces deux-là? Le ministre de l'Identité canadienne. Monsieur le Président, on peut voir ce que les conservateurs essaient de faire ici. Ils essaient de monter les Canadiens contre les demandeurs d'asile et ils essaient de semer la confusion entre les demandeurs déboutés et les réfugiés légaux. Alors, je les implore de laisser tomber cet angle lorsqu'ils posent des questions. La députée de Thornhill.
Ils viennent de nous présenter un autre ancien ministre de l'Immigration qui avait échoué. Non, c'est une question sérieuse. Oui, ils peuvent dénigrer les députés en Chambre et dire que nous sommes de mauvaises personnes, mais en fait, le consensus est très clair. Les intervenants n'ont pas droit à des appels de la part de la ministre. Les contrôles ont disparu et cela met de la pression sur le logement, les soins de santé et l'emploi. La ministre responsable est absente. Alors, quand est-ce qu'elle va être virée? Le ministre. Monsieur le Président, bon, présumons pour un instant que les conservateurs veulent vraiment aider à régler le problème. Alors peut-être que la députée pourrait parler à son chef qui, lui, parcourt le pays et peut-être qu'on pourrait arrêter de promettre des visas pour tous. Le député de Regina Capel. Monsieur le Président, il nous montre tous les anciens ministres de l'Immigration qui avaient échoué à la tâche. Inaudible pour l'interprète. Depuis le début, s'il vous plaît. Le gouvernement libéral a mis en place un régime de détermination de la peine à rabais pour les ressortissants étrangers qui commettent des crimes. Alors voyons, ce criminel a agressé sexuellement une jeune femme et il a eu droit à une peine avec sursis pour qu'il n'ait pas de casier judiciaire et ainsi il va pouvoir rester au pays. Et donc, sous ce premier ministre libéral, non seulement les criminels dangereux peuvent rester au pays, mais en plus, ils ont droit à une mise en liberté anticipée. Est-ce que la ministre croit vraiment qu'elle a tout sous contrôle? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, le député de l'opposition présente une fausse prémisse. Lorsqu'une personne subit un procès et qu'elle est déclarée coupable, elle est également déclarée inadmissible au Canada. Et nos organisations prennent très au sérieux. C'est que l'année dernière, nous avons expulsé plus de 22 000 personnes du Canada, mais soyons clairs. Les forces de l'ordre ont besoin d'un outil qui s'appelle l'accès légal et les conservateurs ont voté contre. Cela nous permettrait d'avoir un pays plus sûr, Monsieur le Président. Le député de Regina Capel, s'ils avaient vraiment confiance dans la ministre de l'Immigration, elle répondrait elle-même aux questions. Alors, passons à un autre cas. Joyson Lewis a agressé sa petite amie. Il l'a attrapée, a déchiré sa chemise et l'a jetée au sol alors qu'il la frappait. Encore une fois, le juge a accordé 9 mois de probation à ce ressortissant étranger criminel pour qu'il n'ait pas un casier judiciaire trop lourd et ainsi il va pouvoir rester au Canada. Alors, comment se fait-il que les libéraux offrent des peines à rabais à ces ressortissants étrangers criminels et quand est-ce qu'on va se débarrasser de la ministre? Le ministre de la Sécurité publique. Nous sommes un pays où l'état de droit prévaut. Personne n'est au-dessus de la loi, Monsieur le Président. Le député parle de peine à rabais, mais c'est faux, cela n'existe pas. L'Agence des services frontaliers du Canada expulse les personnes qui sont déclarées interdites de territoire. Et soyons clairs, Monsieur le Président, le parti d'en face refuse de bouger sur la question de l'accès légal. Il y a déjà des organismes d'application de la loi d'un océan à l'autre qui le réclament. Voici ce que le parti d'en face pourrait faire pour défendre les droits des Canadiens et garder le pays sûr. La députée de Long Range Mountain. Monsieur le Président, d'ici la fin de l'année, 3 millions de résidents temporaires auront vu leur visa expirer et le gouvernement n'a aucun plan pour s'assurer qu'ils quitteront effectivement le pays. L'année dernière seulement, 1,5 million de permis ont expiré et les libéraux ont simplement supposé qu'ils partiraient comme par magie. On a perdu le contrôle du système. Le chômage des jeunes augmente, notre réseau de santé est défaillant et ce sont les Canadiens qui, manifestement, en paient le prix. Est-ce que le premier ministre va reconnaître ses torts et virer la ministre de l'Immigration? La secrétaire d'État à la lutte à la criminalité.
Monsieur le Président, le système d'immigration est sous contrôle. Il y a le projet de loi C-12 qui va bientôt être adopté au Sénat. Cela va permettre aux personnes de ne plus abuser de notre régime de protection des réfugiés. Et s'ils se souciaient vraiment de la criminalité, alors ils auraient fait en sorte qu'on adopte le projet de loi C-14 il y a longtemps. On pourrait y apporter 80 amendements au Code criminel du Canada et ce serait un renforcement de nos lois tel qu'il n'a pas été vu depuis 80 ans. La députée de Long Range Mountains. Monsieur le Président, la compétence n'est pas un sujet de discussion. Elle se mesure par les résultats. Il y a 33 000 non-citoyens qui sont recherchés par la SFC et ça, ce n'est pas un signe de compétence. 86 des demandeurs d'asile déboutés restent au Canada et ce n'est pas parce qu'il y a de la compassion, c'est parce que le système n'est pas appliqué comme il se doit. La ministre a perdu le contrôle du dossier. La confiance des parties prenantes et maintenant des membres de son propre caucus remettent en question ses capacités et ce sont les Canadiens qui en paient le prix. Alors, une fois de plus, je le répète, est-ce que le premier ministre va reconnaître ses torts et virer la ministre de l'Immigration? La secrétaire d'État. Monsieur le Président, si les conservateurs se souciaient vraiment de ces dossiers, ils nous appuieraient et nous aideraient à adopter les projets de loi que nous avons déposés à cet égard. Nous avons réduit le nombre de demandeurs d'asile au pays et c'est sous la houlette de la ministre de l'Immigration. Si les conservateurs s'en souciaient vraiment, ils laisseraient tomber leur tactique haineuse et leur politique divisive et faire en sorte qu'on adopte rapidement ces projets de loi en Chambre et mettre fin à l'obstruction. Monsieur le Président, les libéraux ont coupé 5 milliards de dollars pour le transport en commun. 5 milliards en moins dans un fonds dont le Québec n'a encore pas reçu une scène, pendant que l'Ontario puis l'Ouest, eux autres, y empochent. C'est drôle, hein? 5 milliards, là, c'est ça le dépassement de coût pour Curam. Wow. 5 milliards de plus pour les firmes qui font exploser le budget pour un logiciel qui marche mal et 5 milliards en moins pour les projets de transport en commun. Pourquoi les libéraux investissent pas l'argent des Québécois au Québec au lieu d'enrichir leurs consultants? Wow! The Honourable Minister of Housing and... Le ministre du Logement. The good news, Mr. Speaker. La bonne nouvelle, Monsieur le Président, c'est que nous avons un fonds pour les collectivités qui comprend le transport en commun. C'est un fonds d'infrastructure de 51 milliards de dollars. La Chambre a appuyé l'adoption de son fonds dans le projet de loi d'exécution du budget et une forte partie de ce fonds vise le transport en commun. Nous sommes en négociation avec le gouvernement du Québec pour ce qui est d'investissement additionnel et nous poursuivons donc les négociations et nous voulons investir dans le transport en commun au Québec, tout comme à l'échelle du pays. Monsieur le Président, la coupe de 5 milliards dans le fonds de transport en commun, ça passe pas. L'Alliance Transit l'a dénoncé ce matin, les villes l'ont dénoncé. Vous avez la coalition incluant Équiterre, Trajectoire Québec, Vivre en ville et tant d'autres qui accusent le fédéral de nuire aux usagers, de nuire au transport collectif, de nuire à la mobilité, de nuire aux propres objectifs climatiques du gouvernement. Pire encore, Monsieur le Président, le Québec n'a pas reçu une scène encore de ce fonds-là. Pas une scène, pendant que l'Ontario puis Vancouver, eux autres, y encaissent. Est-ce que les libéraux vont annuler leur coupe et s'assurer que le Québec reçoive enfin sa part? The Honourable Minister. Le ministre. Encore, merci pour la question. We are ready. Nous sommes prêts à faire des investissements en matière de transport en commun avec le gouvernement du Québec. Nous sommes prêts à investir et il y a de beaux investissements qui sont prêts. Et lorsque le projet de loi sera adopté, nous allons pouvoir débloquer les fonds et cela s'ajoute aux 25 milliards de dollars qui est prévu dans le Fonds du Canada pour le transport en commun. Donc, il y a une hausse du financement disponible et il y en a beaucoup pour les provinces et territoires et les municipalités. Le député de Nanaimo, Ladysmith. Le premier ministre prétend à tort qu'il maîtrise le système d'immigration. Mais lorsqu'un étranger titulaire d'un visa étudiant peut espionner ses colocataires féminins pendant 6 mois sans être expulsé, les Canadiens savent que le système est hors de contrôle. Il les a filmés dans divers états de déshabillage, Monsieur le Président. Il les a filmés dans la salle de bain. Et au lieu de protéger ces femmes, les lois ont permis aux délinquants de bénéficier d'une peine à rabais.
Quand est-ce que les libéraux ont abandonné les femmes vulnérables? Et quand est-ce que le premier ministre va en faire reconnaître ses torts et virer la ministre de l'Immigration? La secrétaire d'État à la lutte à la criminalité. Monsieur le Président, c'est le contraire. Les conservateurs voudraient que les Canadiens croient qu'il y a une politique en place. Il n'y a pas de politique en place. La province devrait réagir parce qu'il s'agit de crimes qui sont traités dans les tribunaux provinciaux. Cela n'a rien à voir avec les politiques fédérales. Nous cherchons à renforcer le code criminel pour que les délinquants paient le coût pour des crimes aussi révoltants. La députée de Nanaimo, Ladysmith. Ce n'est pas une réponse, Monsieur le Président. Ce n'est pas un cas isolé. Lorsqu'un ressortissant étranger peut agresser sexuellement une fille de 18 ans à 2 reprises sans être expulsé, alors ça prouve que le système est hors de contrôle. Le juge savait que s'il imposait une peine plus dure, la personne serait expulsée. Alors il a accordé une peine à rabais pour qu'un autre criminel puisse rester au Canada. Monsieur le Président, il y a des juges qui offrent des peines à rabais et ça au détriment de nos propres filles. Alors pourquoi ne pas virer la ministre de l'Immigration et ramener de l'ordre dans le régime? La secrétaire d'État à la lutte à la criminalité. Monsieur le Président, ce ne sont pas nos juges, ce sont des juges canadiens qui ont été nommés par les provinces. Et il s'agit de procès au niveau provincial, Monsieur le Président. Par conséquent, les conservateurs voudraient que les Canadiens croient qu'il y a une sorte de politique fédérale qui encourage les juges à prendre ce type de décision. Mais c'est faux. Il n'y a pas de politique de la sorte qui existe. En fait, nous resserrons la vis contre les criminels. Avec le projet de loi C-16, nous visons à protéger les victimes d'agressions sexuelles et faire en sorte que les peines avec sursis à l'ordre. Montmorency, Charlevoix. Monsieur le Président, hier, le premier ministre nous a dit que le système d'immigration était sous contrôle. Bien, je suis désolé, mais contrairement à ce que dit le premier ministre, ça va pas pantoute. Juste au Québec, on a 200 000 demandeurs d'asile sur le territoire. Ça met de la pression sur notre système de santé, sur le système d'éducation puis sur les garderies. Monsieur le Président, ce matin, on apprend dans un article de Radio-Canada que la ministre libérale de l'Immigration ne comprend pas ces dossiers et est complètement absente sur le terrain. Est-ce que le premier ministre va prendre ses responsabilités et renvoyer la ministre de l'Immigration? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Le Président, comme le député le sait très bien, parce que cette même question-là a été posée je ne sais pas combien de fois aujourd'hui et répondue aussi par la ministre de l'Immigration ainsi que mes collègues, les demandes d'asile ont diminué d'1 tiers sous cette ministre. Le nombre d'étudiants internationaux au Canada a diminué d'1 tiers sous cette ministre. Et de juillet à octobre 2025, la population du Canada a même légèrement diminué après plusieurs années de croissance. Monsieur le Président, ça, c'est le bilan de cette ministre de l'Immigration. Quelle est la politique du Parti conservateur en la matière? J'ai sur la liste l'honorable député de Montmorency-Charlevoix, mais c'est l'honorable député de Richmond-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, ça fait des semaines que je me lève ici en Chambre au sujet du projet informatique QRAM. Projet informatique qui a passé de 1,6 milliard à 6,6 milliards. On a 5 milliards de dépassement de coûts. On a 78 000 aînés qui attendent leurs prestations. Ça fait des dizaines de questions qu'on pose au gouvernement libéral. On n'a pas de réponse. Hier, j'ai demandé s'il y avait un leader du côté du gouvernement libéral qui allait prendre en charge ce dossier-là, qui allait lui aussi cogner sur son bureau et dire « Je vais m'en occuper, c'est inacceptable, c'est les Canadiens et Canadiennes qui payent de leur poche, c'est de l'argent gaspillé. Qu'est-ce que le gouvernement libéral va faire? » Bravo. L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Merci, Monsieur le Président. Je trouve ironique que le député d'en face nous dise cela. J'ai dit 15 fois qu'il vienne me parler directement s'il a des cas qu'il aimerait voir accélérés. J'ai aussi été très claire ici à la Chambre. J'ai dit qu'il s'agissait d'une énorme transformation de logiciels. Nous avons un portefeuille d'argent qui nous est alloué pour cette transformation. En fait, nous n'avons pas atteint le sommet du budget. Si le député veut que je l'informe, qu'il vienne me voir immédiatement après la période des questions et je pourrai l'informer. Binière.
Monsieur le Président, hier, le premier ministre libéral a déclaré qu'il avait le système d'immigration sous contrôle. Pourtant, les libéraux ont abandonné les vérifications de sécurité, les processus d'examen systématique et ont fait rentrer environ 25 000 personnes au pays sans la moindre conversation avec un employé du gouvernement. Monsieur le Président, pendant ce temps, où est la ministre de l'Immigration quand elle ne répond à aucune question? La situation est si grave que même des députés libéraux réclament sa démission. Le premier ministre peut-il assumer ses responsabilités et enfin congédier sa ministre libérale de l'Immigration? Bravo. L'honorable ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Monsieur le Président, permettez-moi d'essayer quelque chose d'autre. Soyons clairs. Les agents examinent de manière rigoureuse toutes les demandes avant de les envoyer à la Commission. Personne ne peut demander l'asile ici sans passer par un questionnement. Pour assurer la sécurité des Canadiens, la SFC fait du dépistage et un examen de tous les demandeurs d'asile adultes. Nous n'approuvons aucun dossier automatiquement. Chaque dossier est évalué individuellement en fonction des mérites et les décisions sont prises par des agents hautement qualifiés. J'ai fait baisser le nombre de demandeurs d'un tiers. L'année dernière, nous allons continuer de travailler avec C12, notamment le projet de loi dont nous sommes saisis. Le député de Sault Ste. Marie-Algoma. Monsieur le Président, nous savons que les travailleurs canadiens sont le pilier d'une économie forte. Les nouvelles alliances pour la main-d'œuvre mises en place par le gouvernement rassemblent des travailleurs, l'industrie et nos partenaires pour constituer la main-d'œuvre qualifiée et résiliente dont nous avons besoin pour l'avenir. Aujourd'hui, plus que jamais, les travailleurs canadiens ont besoin que leur gouvernement les soutienne. Le ministre ou la ministre des Emplois et des Familles peut-elle dire à la Chambre comment notre gouvernement soutient les travailleurs et comment il renforce l'économie canadienne aujourd'hui et pour l'avenir? La ministre des Emplois et de la Famille. Monsieur le Président, mon collègue de Sault Ste. Marie-Algoma est un fervent défenseur de ses commettants et j'ai été avec lui à la scierie d'Algoma pour appuyer les travailleurs d'Algoma, l'acier à Algoma. J'étais très fière d'annoncer 5 nouvelles alliances pour la main-d'œuvre. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est ce que l'industrie nous demande depuis très longtemps. C'est une façon de simplifier la formation en fonction des besoins de l'industrie. Nous travaillons avec les travailleurs et les employeurs de partout au Canada pour bâtir un Canada fort. L'honorable député de Saskatoon-Ouest. Monsieur le Président, hier, le Premier ministre a dit à tort que le système d'immigration était sous contrôle. Se rend-il compte que son propre ministère de l'Immigration approuve sans discussion les demandes d'asile provenant de pays qui soutiennent le terrorisme, comme l'Afghanistan, le Yémen et l'Iran? La ministre a dit qu'elle n'était même pas au courant qu'on avait approuvé des demandes venant du Pakistan. Un demandeur d'asile a été arrêté au Québec pour avoir prétendument comploté un attentat contre les Juifs à New York. C'est de l'incompétence. Même son propre caucus réclame le renvoi de la ministre. Le Premier ministre va-t-il se réveiller et va-t-il renvoyer sa ministre de l'Immigration? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, tous les dossiers, toutes les demandes d'asile sont soumises à un système très rigoureux de vérification, à la SFC, mais aussi au SCRS. Nos forces de l'ordre travaillent au quotidien pour assurer la sécurité des Canadiens. Le processus rigoureux est là pour veiller à ce que ceux qui sont inadmissibles soient renvoyés. Nos agences des forces de l'ordre le font tous les jours, Monsieur le Président. Ce que l'opposition nous dit est absolument faux. Le député de Saskatoon-Ouest. Monsieur le Président, c'est embarrassant. La ministre ne sait même pas comment fonctionne le système. Hier, le Premier ministre a dit à tort que le système d'immigration était sous contrôle. Il a exprimé sa pleine confiance en sa ministre. Mais voici les faits. 300 000 demandeurs d'asile, un arriéré de 4 ans. Plus de 2 millions de résidents temporaires dont les permis ont expiré et aucun plan pour les expulser. Approbation automatique des demandeurs d'asile provenant de pays soutenant le terrorisme sans intervention humaine. Demandez à n'importe quel Canadien. L'immigration est loin d'être sous contrôle. Aujourd'hui, même les députés libéraux mettent en question sa place au sein du cabinet. Le Premier ministre va-t-il enfin se réveiller? Va-t-il écouter ses propres députés et virer sa ministre incompétente? Honorable ministre de la Sécurité publique, Monsieur le Président, ce que je peux dire, c'est que nous avons un système de protection des réfugiés robuste qui assure la sécurité des Canadiens. D'abord et avant tout, Monsieur le Président, nous avons un système avec la Commission
des réfugiés où chaque dossier est évalué conformément à la Convention des réfugiés de 1951. Avant d'accorder la résidence permanente à qui que ce soit, il y a une vérification des antécédents, une vérification poussée qui permet d'assurer la sécurité des Canadiens. Nos forces de l'ordre, y compris le SCRS et la SFC, travaillent fort. Ce que disent l'opposition est faux. Le député de Mont Riding, Monsieur le Président, j'ai demandé à la ministre de l'Immigration, lors du comité de la santé, combien de patients supplémentaires le système de santé pouvait prendre en charge. Elle a ri. Et ensuite, elle a répondu que ce n'était pas une question juste à poser à la ministre de l'Immigration. Pas une question juste? Écoutez, 6 millions de Canadiens n'ont pas de médecin. Les gens meurent en attendant des soins. Notre système est saturé et elle ne le sait même pas. Si la ministre qui fixe les niveaux d'immigration estime que la capacité des soins de santé ne la concerne pas, elle n'a pas rien à faire à ce poste. Le Premier ministre va-t-il la virer aujourd'hui? L'honorable ministre de la Santé. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Le Canada a des valeurs qui font l'envie du monde entier. Nous avons toujours et nous serons toujours là pour protéger les droits fondamentaux et la dignité humaine. Et nous croyons dans l'universalité du système ou du régime de soins de santé. Il ne faut pas jouer à des jeux de base politique sur le dos des demandeurs d'asile. Comme je viens juste de le dire, il faut améliorer le régime de soins de santé. Nous le faisons en travaillant avec les provinces et les territoires. Merci. Le député de Mont Riding. Monsieur le Président, la ministre libérale de l'Immigration a faussement dit au Comité de la santé que les demandeurs d'asile déboutés perdaient les prestations de santé de qualité offertes par son gouvernement. Mais elle avait tort en disant cela. En fait, son propre ministère a dû la corriger. Les demandeurs déboutés restent pleinement admissibles aux prestations de santé comme la physiothérapie et les soins à domicile grâce au cadre du programme fédéral de santé intérimaire. Donc une ministre qui ne connaît pas son propre programme n'a pas à être là pour le diriger. Le Premier ministre va-t-il assumer ses responsabilités et va-t-il virer sa ministre de l'Immigration? L'honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je vais rappeler à mon collègue que les services de santé relèvent des provinces et des territoires et pas du gouvernement fédéral. La ministre de la Santé et la ministre de la Santé et de l'Immigration ont le devoir de travailler avec les provinces et les territoires pour des services. Alors, comme vous le savez, la ministre de l'Immigration n'a rien à voir avec qui donne les services sur le terrain. Merci. L'honorable député de Niagara Sud. Merci, Monsieur le Président. Le système d'immigration au Canada est défectueux, il est brisé. Et la ministre de l'Immigration traite ce dossier comme un jeu de cache-cache, mais elle n'est pas bonne à se cacher. Les libéraux, par contre, sont bons pour détourner le regard des autres. Même ses propres collègues ont dit qu'elle était absolument incompétente. La ministre essaie de se cacher, mais les Canadiens sont témoins d'une crise de l'emploi chez les jeunes. 3 millions de résidents temporaires ont vu leur visa expirer en 2026. La ministre va-t-elle arrêter ses petits jeux? Va-t-elle assumer ses responsabilités pour les dégâts que elle et les libéraux ont créés? Honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, c'est clair, c'est une question vide. Les conservateurs ont décidé à des fins politiques de se servir de l'immigration pour diviser la population. Ils pourraient se servir de leurs questions pour parler de la relation avec les États-Unis, pour parler des soins de santé ou pour relancer l'économie. Mais non, ça fait 10 ans que je suis ici et à chaque fois, quand les choses sont difficiles, les conservateurs préfèrent s'attaquer aux nouveaux arrivants. Il s'agit des personnes les plus vulnérables du monde. J'aimerais plutôt... Écoutez, il y a beaucoup de bruit de ce côté. Je sais que ça vient aussi du fond là-bas et j'ai mon œil sur certains députés là-bas, mais il y a quand même beaucoup de bruit de ce côté-là aussi. Alors, l'honorable ministre peut continuer, mais écoutez, silence. Je vais conclure rapidement. Il est temps d'avoir de bons débats pour trouver des solutions dans l'intérêt de notre pays. Ce n'est pas le temps d'attaques immatures. Le député de Leduc-Tasquin. Il y a moins d'un an, le programme électoral des libéraux promettait que le déficit libéral serait limité à un montant déjà astronomique de 62 milliards de dollars.
Ce déficit a explosé pour atteindre 78 milliards de dollars à l'automne et des milliards supplémentaires ont été ajoutés depuis. Notre dette fédérale est près de 2,5 fois supérieure à ce qu'elle était il y a seulement 10 ans. Le Toronto Star, ce matin, nous avertit que la dette des ménages au Canada a atteint un niveau record de 2,6 billions de dollars. Comment sommes-nous passés en seulement 10 ans d'un pays avec un budget équilibré et la classe moyenne la plus riche au monde à un pays où les Canadiens maintenant s'endettent à un niveau record pour payer des factures que leur a léguées leur propre gouvernement fédéral? Le secrétaire parlementaire. Écoutez, la dette et le déficit sont responsables et viables. Le FMI l'a dit, la Banque du Canada l'a dit aussi, l'a confirmé. Nous continuons de proposer des mesures pour renforcer l'économie et nous voulons créer des débouchés et des occasions et Nous l'avons vu, le gouvernement est allé de l'avant pour veiller à ce que les ressources de notre pays puissent être commercialisées et vendues. On veut renforcer l'infrastructure. On veut que notre pays puisse être compétitif à l'échelle internationale dans ce paysage changeant. Si les conservateurs se soucient de notre économie, qu'ils se joignent à nous, ils peuvent continuer aussi leur petit jeu. Le député de Leduc de Wetaskiwin. Sous la nouvelle direction des libéraux, la crise économique multiforme du Canada s'est objectivement aggravée. Le premier ministre libéral lui-même avait promis un déficit de 62 milliards de dollars. Leur propre budget a brisé cette promesse, ajoutant 16 milliards de dollars de nouvelles dettes et ils ont ajouté des milliards de plus ces dernières semaines. Les jeunes Canadiens contractent des dettes personnelles records pour payer la facture selon la RBC. 64% des milléniaux s'inquiètent pour leur avenir financier car leurs dépenses mensuelles sont supérieures à leur budget. Quel ministre libéral va maintenant se lever pour expliquer à ces jeunes pourquoi ils devraient assumer plus de responsabilités personnelles et de stress pour couvrir la dette libérale qui ne cesse d'augmenter? Le secrétaire parlementaire, c'est intéressant. Les conservateurs ne nous disent pas où ils couperaient. S'ils veulent poser ce genre de questions, eh bien, qu'ils nous le disent. Vont-ils sabrer dans la prestation ou l'allocation canadienne pour enfants? Vont-ils sabrer dans les garderies? Vont-ils sabrer dans les soins de santé? Je suis sûre que oui. Vont-ils sabrer dans le programme alimentaire dans les écoles qu'on veut rendre permanent? Oui, sûrement. Est-ce qu'ils n'appuient pas nos mesures? Non, ils n'ont jamais appuyé nos mesures. Ils devraient avoir une vision à plus long terme pour les emplois, pour les familles, pour les jeunes. Tout ça, c'est des enjeux importants et c'est ce que nous voulons. Ils devraient se joindre à nous. La députée de Newmarket, Aurora. Monsieur le Président, on a dit aux milléniaux que si on travaillait dur, qu'on respectait les règles et qu'on planifiait l'avenir, on pourrait mener une vie stable au Canada. Mais un sondage RBC nous montre que 57% des jeunes n'ont plus rien après avoir payé leurs factures mensuelles et 4 personnes sur 10 pensent ne jamais pouvoir être sans dette après des années de hausse des coûts du logement, d'inflation persistante et d'augmentation des taxes et impôts. Ma génération croule sous un endettement personnel record tout en devant rembourser la dette contractée par ce gouvernement libéral. Quand le gouvernement va-t-il cesser de faire peser le poids de la dette sur la prochaine génération? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, une fois de plus, les conservateurs nous prouvent qu'ils ne sont pas crédibles par rapport au coût de la vie ou à l'abordabilité. Ils nient toutes les recommandations des experts. Monsieur le Président, une des recommandations des experts dont les conservateurs font fi, c'est la prestation ou le remboursement pour l'épicerie. C'est des mesures pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Les conservateurs devraient suivre les recommandations des experts puisqu'ils aiment tant les citer. Le député de Newmarket, Aurora. Monsieur le Président, les Canadiens en ont assez des beaux discours des libéraux. Les libéraux doivent faire preuve d'humilité et doivent faire face à la réalité. Les jeunes Canadiens ne sont pas à la traîne par hasard. Non, ils sont relégués à l'arrière-plan par les politiques libérales. Ils ne demandent pas des programmes, parlez à des milléniaux. Ils demandent au gouvernement de ne pas leur mettre des bâtons dans les roues. TransUnion Canada rapporte que la dette des ménages a atteint 2,6 billions de dollars à la fin de 2025. Les familles vivent au jour le jour, juste pour se loger. Le gouvernement ne peut pas sortir de cette situation à coup de dépenses. Le secrétaire d'État, Monsieur le Président, c'est ironique d'être critiqué par les députés alors qu'ils lisent les mêmes questions, la même page à chaque fois, les mêmes questions. Ils ne rédigent pas leurs propres questions, ne font pas preuve de créativité. Je crois qu'on mérite mieux
Pour le logement, on a investi 13 milliards de dollars dans les logements hors marché avec Maison Canada. 1,5 million de dollars, un projet pilote sur les logements coopératifs a prouvé que ça fonctionne. Les choses vont s'améliorer pour les jeunes grâce aux politiques de notre gouvernement. Les conservateurs ont le choix. Ils peuvent nous appuyer ou pas. Le député de South Shore St. Margaret's. Monsieur le Président, à South Shore St. Margaret's, Hobolt Industries est une des entreprises de ma circonscription qui prouve que la fabrication de pointe dans le domaine de la défense, c'est pas juste un mythe ou une affaire dans les villes, c'est aussi une affaire rurale. Les communautés rurales ont le talent et la capacité d'aider le Canada. Le secrétaire d'État à l'approvisionnement en défense peut-il expliquer comment la nouvelle stratégie industrielle de défense va élargir les débouchés pour nos fabricants ruraux comme Hobolt, va créer des emplois bien rémunérés pour tous les Canadiens? Merci. Le secrétaire d'État à l'approvisionnement en matière de défense. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée de South Shore St. Margaret's qui défend les fabricants de Nouvelle-Écosse comme Hobolt Industries. Des entreprises comme celle-ci prouvent que la fabrication de pointe dans le domaine est vraiment florissante dans les régions rurales. Notre stratégie industrielle de défense fait de l'approvisionnement un moteur de croissance. Dans l'Atlantique, ce secteur soutient environ 10 000 emplois bien rémunérés grâce à l'Agence d'investissement pour la défense. Au moins 70 de nos dépenses sont consacrées à la création d'emplois et à l'investissement ici, donc à Chester ou ailleurs. On pourra livrer plus rapidement l'équipement aux forces armées canadiennes. Le député de Richmond Hill Sud, l'espoir de devenir un jour propriétaire s'éloigne pour nos jeunes Canadiens. Près de la moitié des jeunes sont contraints de quitter leur communauté où ils ont grandi parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire face à la crise du logement provoquée par les libéraux. De 2019 à 2024, pour 100 nouveaux adultes ajoutés à la population, il n'y a eu que 12 mises en chantier destinées à la propriété, moins de la moitié du rythme des décennies précédentes. Aujourd'hui, un nouveau rapport de la CIBC confirme que les jeunes Canadiens, ce qu'ils savent déjà, à savoir que les maisons sont encore trop chères à acheter et la construction n'est pas rentable. Après des années de beaux discours libéraux, quand ce gouvernement va-t-il enfin supprimer la TPS sur les nouvelles maisons neuves et va-t-il permettre aux jeunes Canadiens de se construire une vie? Le ministre, Monsieur le Président, la bonne nouvelle, c'est que il y a un avantage fiscal pour l'achat de nouvelles maisons. Et nous aidons les jeunes. Les prix commencent à baisser, les loyers commencent à baisser. On le voit dans le rapport de la SCHL qui a été publié ce matin, mais il faut redoubler d'efforts et aller de l'avant avec Maison Canada, 13 milliards de dollars pour le logement abordable. Il faut que la Chambre s'engage à faire baisser le prix des logements et des maisons pour les jeunes Canadiens. Le député de Richmond Hill Sud, plutôt que de jeter les bases pour des maisons, il jette les bases pour une autre bureaucratie. Le premier ministre libéral a promis de construire à un rythme jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans un rapport récent de l'Agence chargée du logement, on voit que la construction de logements devrait baisser au cours des 3 prochaines années. Les mises en chantier en 2028 vont chuter de 18 par rapport à l'an dernier. 55 de moins que ce dont on a besoin pour atteindre les objectifs du premier ministre. Au lieu de construire des logements, ils dressent des obstacles avec leur bureaucratie. Quand les libéraux vont-ils enfin admettre que c'est eux le problème? Le ministre. Monsieur le Président, encore une fois, aux députés d'en face, je dirais que nos prochaines étapes sont cruciales. La prochaine étape, c'est appuyer la loi sur Maison Canada pour que notre gouvernement ait tous les outils à sa disposition pour investir dans le logement abordable. 13 milliards de dollars pour le logement hors marché. Ça va permettre d'aller chercher de construire des dizaines de milliers d'unités abordables de location, mais aussi de propriété. C'est pas le temps de s'adonner à des attaques ou à citer le bilan des conservateurs. Le député de Durham, un nouveau rapport de CIBC confirme ce que les jeunes Canadiens savent déjà. Le rêve d'accéder à la propriété leur échappe. En fait, la banque dit que les prix sont trop élevés pour acheter et que le paiement initial est de près de 300 000 $. C'est un chiffre impossible. Mais derrière cette somme, une jeune famille qui ne peut pas acheter une maison ou démarrer une famille, à moins de couper dans les coûts des maisons, les choses ne vont faire qu'empirer. Donc, il faut éliminer la TPS sur toutes les nouvelles maisons construites. Le premier ministre va-t-il accepter de le faire? Le secrétaire d'État aux institutions financières. Monsieur le Président, pardonnez-nous si les Canadiens reconnaissent que le parti d'en face n'a aucune crédibilité en matière de logement.
Leur chef a dit que le logement de la classe moyenne, c'était des cabanes et que les logements coopératifs, c'était les logements à la soviétique. Il a même demandé à ses députés de boycotter le fonds d'accélération qui aurait pourtant aidé leur circonscription. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous voulons absolument construire des logements. Le Parti conservateur ne sait faire que de l'obstruction. C'est tout. L'honorable député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie. Monsieur le Président, lundi dernier au Comité des ressources humaines, notre gouvernement a de nouveau cherché à présenter une motion pour étudier le programme national d'alimentation scolaire après avoir entendu des témoins crédibles parler de ses effets positifs sur les enfants et leurs familles. Cependant, les députés conservateurs ont passé la séance à faire de l'obstruction et à nier le fait que la sécurité alimentaire est liée à l'accessibilité financière, aux répercussions du climat et à l'idée que les familles ne devraient pas avoir à se demander si leurs enfants ont pensé à prendre leur déjeuner, s'ils ont mangé suffisamment ou s'ils ont mangé à leur faim. Est-ce que le secrétaire d'État à l'enfance et à la jeunesse peut dire à cette Chambre comment ces programmes aident les enfants à bien manger et les familles à moins s'inquiéter? Noab, secrétaire d'État aux enfants et à la famille et aux jeunes. Le Président, et d'abord, j'aimerais remercier mon collègue de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie pour sa question. C'est vrai que si le Parti conservateur veut parler de la sécurité alimentaire, il devrait déjà appuyer le programme d'alimentation scolaire. Une nouvelle étude du Club des petits-déjeuners souligne que quand les enfants sont bien nourris à l'école, les résultats scolaires s'améliorent, la santé des enfants s'améliore et les familles dépensent moins sur l'épicerie. Pendant que les députés conservateurs font de l'obstruction, nous sommes à l'écoute des familles et des experts. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Brantford-Brant Sud, Six Nations. Cette semaine, la police de Peel a inculpé 4 hommes pour trafic sexuel de filles âgées d'à peine 11 ans. Pourtant, moins de 24 heures plus tard, ces criminels répugnants ont été libérés sous caution libérale. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Ces hommes adultes accusés d'avoir exploité les enfants sont maintenant en liberté. C'est une honte. C'est à cela que ressemble un système judiciaire défaillant. Assez, c'est assez. Quand ce gouvernement va-t-il arrêter de dorloter les pires criminels de notre société? Quand le gouvernement va-t-il enfin se ranger du côté des enfants innocents? Secrétaire d'État à la lutte contre la criminalité. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'étais avec la police de Peel à un colloque sur la traite de personnes et on a parlé de ces enjeux avec des survivants et des survivantes. C'est important que les criminels de ce genre de crimes révoltants et haineux, obtiennent la peine qu'ils méritent. C'est pourquoi nous avons proposé une réforme du système de libération sous caution. Si les conservateurs avaient collaboré, on aurait pu le faire adopter avant Noël, mais je suis heureuse de voir que ce projet de loi est en train de progresser, qu'on pourra mettre fin à ces portes tournantes. La députée de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, aujourd'hui, les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones rencontrent les représentants du gouvernement pour discuter de la sécurité dans les communautés touchées par l'extraction des ressources. Pourtant, cela fait suite à un budget qui ne prévoyait aucun financement pour le projet des femmes et des filles disparues et assassinées. Et on a exclu et qui avait... Monsieur le Président, le gouvernement va-t-il imposer des plans de sécurité communautaire obligatoires pour les entreprises et va-t-il rétablir le financement pour faire face à la crise qui persiste? La ministre. Oui, nous devons, pour les survivants et survivantes, agir pour mettre fin à la violence sexospécifique. Nous travaillons avec les collectivités pour protéger les femmes, les filles et les personnes bispirituelles. Grâce à un plan d'action national, nous renforçons la prévention. Les survivants et survivantes peuvent avoir accès à de l'aide. C'est comme ça qu'on pourra progresser et que ça ne se fera pas aux dépens de la sécurité des femmes et des filles de notre société. Merci. Collègues, j'aimerais attirer votre attention vers un anniversaire, le 150e anniversaire de la Bibliothèque du Parlement. D'accord.